Nous allons écouter maintenant Karim Aïtab, qui est ici, et on va faire simple, on va dire les choses simplement. Il va nous expliquer pourquoi cette entreprise qui dirige Géocoton est remarquable à divers titres en termes d'impact économique et social, et pourquoi tout ça se résume en une phrase: tout est bon dans le coton. C'est sa phrase à lui. Merci beaucoup, merci Alfred pour l'invitation. Monsieur l'ambassadeur, madame le premier conseiller, chers panélistes, bonjour et merci de partager ce moment avec vous, et merci également à toutes les personnes qui suivent en ligne cette conférence. Alors, effectivement, Alfred, dans le coton, tout est bon. Je vais essayer d'expliquer très rapidement pourquoi cette culture, qui est une culture absolument stratégique et vitale à des millions de personnes en Afrique, est au centre d'enjeux majeurs. En fait, le coton, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est une plante. Et cette plante, elle peut pousser de deux façons. Soit en mode pluvial, soit avec de l'irrigation. Alors, il se trouve qu'en Afrique, 99% de la production de coton, elle est pluviale. Donc on est très loin de ce qu'on peut imaginer dans certains pays avec, je dirais, le captage de nappes phréatiques ou détourner un fleuve pour essayer d'arroser le coton. Donc on n'est pas là-dessus. Donc une culture pluviale qui pousse une fois par an. On est sur un schéma avec des exploitations familiales qui ont généralement entre 0,5 et 2 hectares, sur lesquels elles vont faire un tiers de coton et systématiquement 2 tiers de vivrier. Donc en réalité, le coton, certains l'appellent culture de rente, mais en réalité, et je vais vous l'expliquer pourquoi, c'est avant tout une culture de sécurité alimentaire. Et donc ça, il faut mettre en opposition avec les grands producteurs de coton qu'il y a dans le monde, notamment aux États-Unis, qui eux sont irrigués, mécanisés, subventionnés. Et là où vous avez 25 millions de petits producteurs en Afrique qui vivent du coton, vous avez 25 000 exploitants américains qui vivent du coton. Donc on voit bien que le poids n'est pas le même. Pour autant, et c'est là un des regrets, c'est que le coton africain compte pour 5% de la production mondiale, mais 15% des échanges internationaux. Donc ça veut dire qu'en réalité, il trouve sa valorisation plus à l'extérieur du continent qu'à l'intérieur du continent. Donc, ce qui pose une vraie question pour, je dirais, garder la valeur sur le continent africain. Alors, maintenant, qu'est-ce que fait Géocoton? Géocoton, nous sommes un opérateur. Initialement, c'était une société publique qui a été privatisée, donc une société qui s'appelait à l'époque la CFDT, la Compagnie française pour le développement des textiles, qui après a changé de nom, qui s'est devenu Dagris, et finalement en 2008, après un processus de privatisation, est devenu Géocoton. Alors Géocoton, nous opérons essentiellement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Dans ces pays-là, en fait, en réalité, nous opérons en filière intégrée. Donc, c'est-à-dire que nous intervenons à tous les maillons de la chaîne de valeur, depuis l'encadrement des producteurs, le préfinancement en intrants, donc c'est-à-dire les engrais, les produits de santé végétale, les semences et autres. On achète le coton, donc qui a poussé dans les champs, à un prix qu'on a conjointement défini avant le semis avec les producteurs. Nous le transportons dans des usines que nous avons nous-mêmes construites et que nous exploitons nous-mêmes dans les pays en question. Puis nous le valorisons, donc ce coton, en différents produits. Alors, la première valorisation, c'est la fibre, et vous en portez tous aujourd'hui. La deuxième valorisation, c'est la graine. Cette graine, elle est chargée en huile, en matière grasse, et cette graine, donc, on peut l'utiliser en plusieurs, je dirais, de plusieurs façons. La première façon, c'est que vous pouvez directement la donner aux caprins, par exemple. Ils vont la manger et ils aiment bien ça. Mais nous, en fait, on fait autre chose. En fait, on ne se limite pas simplement à donner directement aux bêtes. On va venir, en fait, valoriser cette graine
avec un nouveau process. On va non plus faire de l'égrenage, donc c'est-à-dire la séparation de la fibre et de la graine. On va venir triturer cette graine. En la triturant, on va obtenir de l'huile. Cette huile, c'est l'huile de coton, c'est une huile alimentaire, une huile de table de très bonne qualité. Alors, vous ne la connaissez pas, parce qu'aujourd'hui, en France, on ne la consomme pas, mais il faut savoir que certains pays qui sont réputés, notamment pour l'huile d'olive, je pense à un pays comme la Grèce, en réalité produit plus d'huile de coton que d'huile d'olive. Et jusqu'à à peu près dans les années 60, la première huile consommée aux États-Unis, c'était l'huile de coton. Donc ce qui veut dire que c'est une huile, de très bonne qualité, c'est une huile extrêmement, je dirais, disponible, parce que de la graine de coton, il y en a dans beaucoup de pays. Alors, mais on ne s'arrête pas là. Donc cette huile, une fois qu'on l'a produite, on l'a raffinée, on l'a conditionnée, on la vend localement sur le marché local ou régional, il nous reste encore un petit résidu. Et donc ça, on va en faire de l'alimentation animale. Donc cette alimentation animale, elle est absolument vitale pour les pays dans lesquels nous sommes implantés, que ce soit au Cameroun, mais également dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, parce que, comme vous le savez, il y a énormément de cheptel. Or, pendant une période de l'année, dans la période de soudure, il manque de matière sèche, et donc si les animaux n'ont pas, je dirais, de matière à manger, malheureusement, elles meurent, et donc ce sont des pertes de revenus pour les producteurs. Donc on fabrique de l'aliment bétail localement, qu'on commercialise localement. Mais on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste encore un petit résidu de tout ça. Et bien qu'est-ce qu'on en fait? Et bien, on le met dans nos chaudières, on le brûle, et ça nous donne en fait de l'énergie, d'électricité à moindre coût. Donc ce qui veut dire qu'au final, quand on voit bien de ce qui a poussé dans le champ et ce qui a été valorisé, il y a quasiment tout. Et même sur la graine de coton, il reste généralement toujours un peu de fibre, qui est extrêmement courte, et là, cette fibre, vous l'avez aujourd'hui dans votre porte-monnaie parce qu'il y a des billets de banque qui sont faits avec, vous avez des stylos, il y a des feutres qui sont faits avec ça. Donc on voit bien que cette matière, elle est absolument riche. Et je dirais à l'image de l'Afrique, c'est qu'elle est non seulement généreuse, mais qu'en plus elle est résiliente, parce qu'elle pousse dans des conditions où il n'y a pas une très forte pluviométrie. Alors, vous voyez, aujourd'hui, nous, Géocoton, nous sommes une entreprise familiale. On fait partie du groupe Advel, c'est une entreprise familiale, mais on est actif dans tous ces pays-là où, au final, non seulement on contribue à la sécurité alimentaire, parce que, comme je le disais tout à l'heure, un exploitant de coton ne va jamais faire que du coton. Et nous, on lui interdit de faire que du coton. On lui dit toujours, fais du vivrier. Et alors, pourquoi est-ce qu'il va s'enregistrer pour faire du coton? Premièrement, parce que dans les zones où il exploite sa plantation, déjà, il n'y a pas beaucoup de matière agricole à vendre. Donc, il va peut-être faire du sorgho, il va peut-être faire du mil qu'il va consommer, mais il n'y a rien qui lui ramène du cash, pas de revenus. Donc, nous avons un schéma dans lequel on lui garantit une source de revenus. Et on le préfinance en intrants. Donc, on lui apporte des sacs d'engrais, des produits de santé végétale et autres. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce producteur? C'est qu'il va utiliser ces sacs d'engrais, en partie, pour les mettre sur le vivrier. Donc, en fait, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement intime entre le coton et la culture vivrière, qu'elle soit céréalière, qu'elle soit légumineuse, c'est que s'il n'y a pas de coton dans certaines régions, il n'y a pas d'engrais. Et s'il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de production céréalière suffisante. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel à dire. Et je vais vous donner maintenant quelques chiffres qui vont peut-être vous éclairer. Si on prend un pays comme le Mali, c'est 19 millions d'habitants. Sur les 19 millions d'habitants, vous avez 6 millions d'habitants qui vivent de la culture du coton. Donc vous imaginez bien que quand vous avez un poids comme ça dans l'économie, ce n'est pas un secteur à négliger. Alors le Mali est devenu aujourd'hui le premier pays producteur de coton, mais ça c'est en quantité. Mais je voudrais rendre hommage au Cameroun, puisque le Cameroun en réalité, c'est pour moi le premier pays producteur d'Afrique, puisque quand on regarde les rendements, ils sont largement supérieurs à tous les voisins africains. Donc effectivement, il y a une production de 350 000 tonnes, mais vous avez une exploitation moyenne camerounaise à faire 1,55 tonne par hectare, ce qui est généralement 2 fois plus que ce qu'il y a dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, et même jusqu'à 4 fois plus que certains pays d'Afrique de l'Est. Donc on voit bien qu'il y a un savoir-faire, il y a une envie des producteurs à faire du coton, puisque ce sont des millions de personnes qui, à chaque fois, se mobilisent pour faire cette culture. Mais pour pouvoir le faire, en réalité, il faut réussir à créer une chaîne de valeur. Parce que on ne peut pas simplement dire on va faire du coton si au bout de chaîne, il n'y a pas, je dirais, de consommateurs. Ces consommateurs, ils sont locaux au travers de l'huile, au travers de l'alimentation animale, mais ils sont malheureusement exclusivement à l'international pour la fibre. Donc moi, l'appel que je fais aujourd'hui, Alfred, c'est, et j'espère que nous pourrons très rapidement trouver un système dans lequel non seulement on va pouvoir mieux valoriser la fibre de coton
pour le marché local, parce que ça créera des emplois, ça permettra de garder des ressources et des devises sur le continent africain qui pourront demain être réinjectés dans d'autres secteurs économiques. Donc ça, c'est très important. L'autre message que je voudrais passer également aujourd'hui, c'est que finalement, le thème de la conférence est très bien et il tombe vraiment à point nommé. On est à un moment charnière, je pense, de l'histoire de l'Afrique en particulier et du monde en général, parce que il faut utiliser ce qui est en train de se passer en Russie, en Ukraine, comme étant un déclencheur véritable de conscience. On ne peut pas garder le continent africain uniquement comme un continent de déversement ou un continent qui achète aux autres. Nous avons, et je pense que ça a été dit dans les deux interventions précédentes, il y a toutes les potentialités pour faire toutes choses. Et le continent africain a la capacité de pouvoir même exporter, je dirais, certaines ressources dont il n'a pas forcément besoin sur place, et donc générer des revenus qu'il va pouvoir lui-même réinjecter sur le continent. Donc, si je peux conclure, Alfred... C'est la deuxième mi-temps, c'est ouais, la deuxième, mais je la prépare. C'est juste, pour conclure, c'est que, effectivement, culture du coton absolument centrale, absolument vitale pour des millions de personnes sur le continent africain, donc n'hésitez pas à acheter du coton, et du coton africain en particulier, vous faites un geste extrêmement engagé. Et surtout, j'espère que vous avez bien compris que ce schéma doit être, et j'espère en tout cas dupliqué à d'autres filières, parce que si les autres filières essayent de s'adapter et de voir cette expérience cotonnière, je suis sûr que d'autres filières, notamment le soja, notamment l'arachide, notamment le manioc et autres, peuvent se développer de la même façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karim. Merci Alfred. Alors effectivement, je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est que bon, Géocoton, on a quand même une activité très très africaine, on est au plus près des producteurs. Au Burkina, on encadre 65 000 exploitations familiales, donc on voit un petit peu comment ils vivent et on voit leurs besoins. Et à partir de là, on s'est dit que c'est quand même très dommage qu'il y ait des opportunités aujourd'hui qui existent, mais qui ne sont pas connues tant sur peut-être le marché local qu'au niveau régional et encore moins du côté européen. Et donc à partir de là, on a réfléchi à monter quelques initiatives. La première, elle a été lancée lors du One Planet Summit justement. C'est un collectif qui s'appelle IAM Africa, dans lequel il y a un certain nombre d'opérateurs d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, et qui vont venir appeler justement les pouvoirs publics à dire, écoutez, il y a de l'argent aujourd'hui qui est disponible chez les bailleurs de fonds, il faut pouvoir canaliser ça et le flécher vers des projets structurants, dans l'agriculture en particulier, bien entendu l'agriculture responsable et je dirais plutôt agroécologique, et surtout mobiliser le secteur privé. Ça, c'est très important parce que, comme le disait tout à l'heure Pierre Arnaud, et je le rejoins totalement, je pense qu'il faut maintenant réussir à combiner la puissance du public, l'agilité du privé pour pouvoir relever, je dirais, ce défi de l'agriculture. Ce que je regrette, c'est qu'on doit attendre finalement une guerre en Ukraine pour se rendre compte que c'est une urgence, mais en réalité, l'urgence, elle est là depuis très longtemps. Les émeutes de la fin de 2008, c'est-à-dire quoi, en fait, on les a oubliées. Elles étaient déjà là. Le Covid, très bien, ça fait 2 ans, on aurait dû agir. Bon, maintenant l'Ukraine est là et on se réveille en se disant, tiens, il manque de la production de blé, il manque des céréales pour le continent africain. Bon. Donc le discours de dire, oui, maintenant il faut pouvoir le positionner dans les priorités, je pense que c'est quelque chose qui est une sorte d'aveu de faiblesse. Ça, c'est un avis personnel et ça n'engage que Karim Aital, mais pas Géocoton. Donc ça, c'est la première... Je vous en prie, allez-y. Donc ça, c'est la première initiative IAM Africa et je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, a permis, en tout cas, de faire passer un bon message au pouvoir public. Le deuxième, c'est une initiative plutôt française qui s'appelle Alpha. Je tiens à saluer la présence de certains membres qui ont accompagné la création d'Alpha et son lancement. Luciane, Sandrine, Pierre Arnaud, Marc, je vois Charlotte Livogue également là-bas, Marie-Yvonne, bon, voilà, je souviens des gens et je suis très content qu'il y ait toutes ces personnes ici et qui ont accompagné cette structure. Alors qu'est-ce que c'est qu'Alpha ? Alpha, c'est un collectif d'entreprises françaises qui sont complémentaires et qui disent, de toute façon, si on veut développer l'agriculture et l'élevage en Afrique, on peut pas y aller seul. Si quelqu'un, par exemple, veut monter une ferme laitière en France, il peut la monter, il n'y a pas de problème, il a toute la prestation possible, il a tous les conseils, les équipementiers et tout ça. Mais quand vous êtes en Afrique et que vous voulez monter une ferme laitière parce que vous êtes fatigué de voir
qu'un pays comme le Mali va importer 90% de sa consommation de lait en poudre, vous vous rendez compte que c'est très compliqué, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des vaches, mais il faut avoir des vaches, il faut avoir de la santé végétale, santé animale, pardon, il faut avoir de quoi les nourrir, il faut de quoi avoir les abriter, et on se rend compte que quelqu'un qui est par exemple un expert du lait, lui tout seul, il pourra pas. Et donc, en fait, ce collectif-là, il vient réunir toutes ses compétences et travailler avec les partenaires africains, essayer de construire des projets structurés et structurants. Et donc ça, encore une fois, c'est pas une équipe France qui veut travailler qu'avec la France, c'est une équipe France qui veut partager son savoir et mobiliser également des compétences africaines. Mais c'est aussi une force qui a pour vocation de démystifier la problématique africaine et l'agriculture africaine. Parce que j'entends depuis tout à l'heure, l'agriculture c'est risqué. Oui, mais non. En réalité, c'est risqué, mais c'est risqué parce qu'il y a une perception du risque qui est complètement, je dirais, pas du tout en phase avec la perception que nous, on voit localement. Et donc, à partir du moment où il y a une perception du risque qui est plus, malheureusement, plus élevée, tous les coûts qui sont alliés à ça, et notamment le financement, ils montent d'un cran. Donc nous, on veut juste montrer au travers de notre expérience de petite entreprise familiale qu'on est capable effectivement de lever de l'argent, de faire des investissements dans des zones un peu complexes, type le Burkina Faso, où le groupe investit 15 millions d'euros, mais ça c'est avec de l'argent local. Donc l'idée c'est de pouvoir fédérer toutes ces entreprises françaises, leur dire que c'est possible d'y aller, de dire au pouvoir public que c'est possible d'y aller, donc ça veut dire de mettre l'agriculture et l'élevage au centre du discours diplomatique entre la France et l'Afrique, ce qui n'est pas suffisant. Je rappelle quand même qu'il y a 70% de la population africaine qui vit en milieu rural, et nous, qu'est-ce qu'on leur sert? On leur sert de la tech, on leur sert des choses. C'est très bien, je dis pas que c'est pas utile. Mais la base, c'est la nourriture. C'est de quoi ils vont manger. Et donc, si Alpha, qui est une solution française, demain, peut contribuer à l'émergence du continent africain, à cette transition agricole, moi, j'en serais ravi, parce qu'on aura apporté une première pierre à l'édifice. Et le tout dernier, la toute dernière chose, qui est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'agriculture, mais qui est beaucoup plus général, on a lancé un collectif qui s'appelle Station A, qui est un do-tank. Et dans ce do-tank, qui a été accompagné encore une fois par un certain nombre d'opérateurs ici présents, donc le CIAL, la BPI et autres, en fait, on a monté un programme de mentorat. Alors pourquoi un programme de mentorat? C'est parce que quand vous êtes un jeune entrepreneur en France et que vous voulez aller vous installer en Afrique, c'est très compliqué. Par contre, en France, il y a du réseau. Il y a des gens qui ont monté des entreprises, qui connaissent les difficultés locales et qui peuvent apporter une chance supplémentaire donc à cet entrepreneur de réussir son aventure africaine. Donc voilà, c'est station-a.org. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller regarder. Merci. Merci beaucoup, Karim.